de vous. Je voudrais que vous trouviez en moi une des sources de votre force, un des secrets de votre prestige. Humblement, je viens vous demander d'être votre fiancé. Cher ami, je pressentais la douceur inflexible de votre refus. Vous êtes juge mieux que moi des choses. C'est bien. Secrètement, j'espérais je ne sais quel miracle de l'intensité de mon émotion ou quel apaisement de votre réponse. On a tort de croire au miracle. Voyez comme je suis courageuse et gaie, et comme j'accepte votre volonté. Je reste votre amie, simplement. On se rend bien compte qu'elle a donné sa vie à Stéphanique sans ne recevoir autre chose qu'un grand retour d'une affection sublimée, en quelque sorte. Dans la répartition des rôles entre Masaryk, Beneš et Stéphanique, eh bien, la création sur le sol français d'une armée des Tchèques et des Slovaques va devenir son grand objectif de 1916 à sa mort, quasiment, de 1916 à sa mort. La question qui se pose, et qui est quand même intéressante, comment créer sur le sol français l'armée d'un pays qui n'existe pas? L'idée est simple, récupérer, trouver des Tchèques et des Slovaques partout où il y en a. Où sont-ils? Il y en a beaucoup en Russie, en Italie et en Roumanie. Pourquoi y en a-t-il beaucoup dans ces trois pays? Bien parce que les Tchèques et les Slovaques, en 1914, ont été mobilisés dans l'armée austro-hongroise, qui se bat d'abord contre les Russes, puis les Roumains et les Italiens. Il y a beaucoup de prisonniers de guerre. Souvent, les Tchèques et les Slovaques désertent pour rejoindre l'autre belligérant pour passer dans le camp de l'entente pour défendre leur cause. Donc, première idée, envoyer des missions en Russie, en Roumanie et en Italie pour convaincre les différents gouvernements de former des unités de Tchèques et de Slovaques. Le premier pays dans lequel il va partir pour plaider la cause et obtenir le recrutement, c'est la Russie. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de Tchèques et de Slovaques prisonniers de guerre. Lorsqu'il arrive en Russie, il y a déjà un autre représentant du comité des pays tchèques, Dürich, qui négocie avec les Russes. Alors là, en deux mots, opposition entre les deux hommes, parce que Dürich est russophile, donc voudrait regrouper les unités de Tchèques et de Slovaques au sein de l'armée russe, qui en 1916 combat toujours, on n'est pas encore en révolution, dans le camp de l'entente. L'idée de Stéphanique est autre. Il est intimement persuadé que c'est en France que doit se créer cette armée. Pendant cet entrefait, Stéphanique passe en Roumanie, rencontre la mission du général Berthelot, a des contacts avec le gouvernement roumain et obtient de prendre contact avec environ 1400-1500 Tchèques et Slovaques prisonniers de guerre qui sont enfermés dans la forteresse de Galatie. Et l'accord se fait pour que ces quelques 1400 Tchèques et Slovaques puissent passer en Russie, remonter vers la mer Blanche et embarquer vers la France. Il a l'accord de toutes les autorités, donc roi Ferdinand, Premier ministre Bracciano et général Berthelot, et le regroupement de ces prisonniers se fait à Chisinau. Deuxième lieu dans lequel il souhaite recruter, nous sommes maintenant en 1917, les États-Unis. Il embarque à Brest en direction des États-Unis, où il espère recruter le plus de Tchèques et de Slovaques possible. On verrait bien de recruter 20 à 40 000 hommes. Mais entre-temps, lorsqu'il arrive aux États-Unis, les États-Unis sont entrés en guerre. Le mois d'avril 1917 est passé. Et la situation, une nouvelle fois, est complexe. En avril 1917, les États-Unis sont en guerre contre l'Allemagne. Mais ils ne seront officiellement en guerre contre l'Autriche-Hongrie qu'en décembre 1917. Et on voit apparaître une nouvelle fois chez Stéphanique les grandes qualités de diplomate qui sont les siennes, puisqu'il va entrer en négociation officielle
à travers la représentation française à Washington avec les autorités américaines et va obtenir un accord. Il va obtenir que puissent se porter volontaires les Tchèques et les Slovaques qui n'ont pas encore pris la nationalité américaine, donc n'ont pas encore été recensés pour être engagés d'office dans l'armée américaine, à condition qu'ils aient plus de 30 ans. C'est ce que concèdent les Américains. Entre-temps, notre comité politique, qui est installé rue Bonaparte à Paris, donc le comité national des pays tchèques, obtient de la France la création, avec ces premiers militaires qui sont arrivés grâce à Štěpánik de Roumanie via la Russie, des premières unités officielles de l'armée tchécoslovaque organisée en France. Les statuts sont donnés à cette armée. Le président Poincaré signe un décret qui crée cette armée, qui a une particularité exceptionnelle en définitive. Fondée à Cognac, 2 régiments qui portent d'abord le titre de 21e puis 22e régiment de chasseurs tchécoslovaques, c'est qu'ils vont servir sous le drapeau, sous les plis d'un drapeau des Tchèques et des Slovaques, c'est-à-dire sous les plis d'un pays qui n'existe pas au sens politique du terme, même s'il y a une première reconnaissance embryonnaire de la France. C'est l'œuvre de Štěpánik, relayée politiquement par Beneš et Masaryk. Lorsque le président Poincaré remet en Alsace, en 1918, officiellement le drapeau à l'armée tchécoslovaque, on peut l'appeler désormais ainsi, Štěpánik n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'il est reparti en Italie pour reprendre ses négociations avec le ministre des Affaires étrangères italien, Sonnino, avec le Premier ministre, Orlando, pour obtenir la même création en Italie. Et au mois de juin 1918, il l'obtient. À cette époque, j'étais le Premier ministre italien, à la tête du gouvernement d'un grand État de 36 millions d'habitants, tous des hommes libres. Devant moi se tenait un réfugié, un vagabond sans terre, sans résidence. À cet instant, je sentis que mon esprit s'inclinait avec considération devant cet homme qui rayonnait d'une immense force morale, de la force la plus puissante qui soit en ce monde, la force des idées. Une grande cérémonie est organisée à Rome, au cours de laquelle Štěpánik remet officiellement, au nom du Comité national des pays tchèques, au général Graziani, le drapeau des unités tchèques et slovaques de l'armée italienne. Et on se retrouve à ce moment-là avec quelque chose d'assez intéressant. On a en France une armée tchécoslovaque qui dépend du quartier général, du grand quartier général français, mais qui dépend politiquement de Beneš, de Masaryk et de Štěpánik. Et on a en Italie une armée composée de Tchèques et de Slovaques qui combat sous les ordres de l'état-major italien, mais qui dépend politiquement de Beneš, de Masaryk et de Štěpánik, c'est-à-dire de la dimension politique de la Tchécoslovaquie naissante. 1917, révolution russe, d'abord gouvernement provisoire, puis gouvernement bolchevique, et on dénombre à ce moment-là environ 50 000, 60 000, on va monter jusqu'à 80 000 Tchèques et Slovaques qui sont un grand corps d'armée, en fait, tchécoslovaque, qui se trouve à la fois coincé, si on peut employer l'expression,